En 1923, mon grand-père découvrait Sanary. Charmé par la douceur méditerranéenne, il achetait une parcelle de terrain et y fit construire le Loup-Paradou, son paradis provençal. Il annonçait une déferlante touristique qui, en un demi-siècle, bouleversera l'avenir de ce petit bout de côte varois situé entre le bec de l'Aigle et le cap Sissier, le chantier naval de La Ciotat et l'arsenal de Toulon. Les souvenirs d'enfance jalonnent l'avancée inexorable d'une mutation socio-économique. Le petit café de Mémé Isnard, avec ses filets de pêche en coton, laissait place au restaurant. Et les tonitruantes parties de pétanque désertaient le chantier des Baux. Aujourd'hui, sur le port de Sanary, le retraité à l'accent pointu restaure la barcasse marseillaise, le plaisancier a pris possession des territoires marins et sous-marins, l'inflation immobilière bétonne le littoral. En moins de 50 ans, le nombre des pêcheurs traditionnels aura baissé de 90%. Toute proportion gardée, l'extinction est comparable à celle des Indiens d'Amérique ou des aborigènes d'Australie. La sentinelle de la mer a vu ses activités de pêche diminuer toujours plus. La prud'homie, symbole historique de son émancipation commerciale, aura perdu sa valeur marchande et représentation politique. Pourtant, l'artisan de la mer préserve dans ses filets la mémoire d'un écosystème à la valeur inestimable. Non, comment frère, tu l'auras jeté Fêtons Saint-Pierre et on demande qu'il nous donne toujours cet esprit de famille qui continue à vivre. Ne nous mets pas au sec, hein. Ça serait mal. Vas-y, il y a des bordels là-haut, vire. Ah, il y a les marteaux là. Ça passe. Pas vu de nager, moi. Vous n'êtes pas le de mer? Non, le mal de mer, ça va, mais je suis un peu comme Peter, je me tiens un peu au mal. Ouais. Allez, on y va? Souvenir de tous les marins qui sont morts en mer. C'est pour les honorer. Et alors on a toujours une pensée pour eux qui ont donné leur vie sur la mer. Oh, il serre un peu trop, on va Il y a des rochers là. un peu comme maintenant. C'est bien, il vaut mieux se mettre parallèle au pied. Oui, pour débarquer, c'est parallèle au pied. Ouais, braque à fond. Il faut aller bénir la mer. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça rapproche. Les petits métiers de la pêche durable, surnommés aujourd'hui les pêcheurs-cueilleurs, entretiennent contre vents et marées leur savoir-faire traditionnel. Les dernières familles ont légué les bateaux aux plus jeunes, partagé l'amour de la mer. La transmission entre les générations perpétue l'humanité qui nous relie au littoral. Mais sans elle, qui préservera l'authenticité d'une terre provençale qui en a fait jusqu'à présent sa richesse culturelle ? J'ai dû solliciter une dérogation auprès des affaires maritimes
pour accompagner Frédéric Agostinetti relever ses filets. Un amateur n'a pas le droit d'embarquer à bord d'un pointu avec un pêcheur professionnel, sous peine d'amende. Tu vois, c'est l'endroit le plus étroit, le moins profond là, du passage. Et tu as toujours du courant. Tu as un courant permanent. Là. Où ça rentre ou ça sort. Et là, le passage se fait sur 50 cm. Hein. Faut bien se mettre dans l'axe et voilà, sortir. De toute façon, il n'y a que l'été qu'on peut s'y mettre là. Là, c'est calme, l'hiver c'est tempête quand il rentre au sud. Là, tu tiens pas un bateau là. C'est parti, on va sous les bouts là. Là, sous l'antenne du mai. Là, on va retirer les filets que j'ai calés hier soir. Là, on a de la chance, il n'y a pas de mer, parce que comme j'étais calé à terre, si tu as un peu de mer, tu montes sur le rocher. Du soleil en cas. Quand tu prends du poisson la journée, il est mangé par les poulpes, les sèches. C'est le filet traditionnel le plus basique, l'entremao. Là tu prends de la bouillabaisse, c'est varié. Tu peux prendre des sards, des mostelles, tu peux prendre même une murène qui a mangé une rascasse. Là on est calé à terre, tu vois le signal jaune là, t'en as deux, un d'un bord, un de l'autre. On va attraper le signal là. Il a marqué quoi dessus alors? Ton nom? Voilà, le nom et l'immatriculation du bateau. Je vais envoyer le filet quand il y a mon poisson. Un coup d'un bord et un coup de l'autre. Je mets à la bande. En espérant qu'il y ait un peu du poisson. Je ne suis pas trop à terre. Dès qu'on va se rapprocher à terre, on va voir un peu monter. C'est des vieux filets ça. Parce que comme tu fais du mal dans les pierres, tu vois. Ça s'accroche un peu au fond. Bon, il n'y a que de la soupe. Et quand tu disais que c'est de la pêche traditionnelle, pourquoi? On utilise des filets qui ne font pas de mal au fond. Et puis bon, c'est le petit métier à terre, il ne faut pas des gros bateaux. Tu ne peux pas mettre beaucoup de filets, tu vois. C'est pas la pêche intensive. Là, Ravel, toujours, c'est bon poisson ça, c'est poisson meilleur que le cajot encore. Je suis sorti un peu de la roche, tu vois, je suis dans un blanc. Alors tu vois, tu as d'autres poissons qui s'emmaillent. Pour la vente, on peut faire tomber sur des ravels, des poissons blancs, que de la soupe et de la rascasse, que les gens ne savent plus cuisiner. Et souvent, tu as du mal à vendre ta soupe, plus les vieux qui achètent, qui savent encore cuisiner. Parce que ça aussi, c'est une culture, la cuisine provençale. Hein. Alors là, les gens, ils veulent un poisson qui est facile à cuisiner, tu vois, qui se rapproche le plus du fendus. Pourtant, il y a une variété de poissons. Ils sont tous bons. Hein. Là, tu vois, je ne vais pas accrocher. Il faut que je remonte au courant. Bon, on va passer de l'autre côté un peu. Il y a une belle pierre. Hein. On va voir d'où il passe le filet. Et ouais, non, mais là, il faut à tout prix qu'on remonte. Il fait pas du bien au filet là. Hein. Ah, ça y est. Ça y est? Ça a lâché, tu vois. Là, c'est un beau tournereau. Tu le vois, le poulpe à l'avant? En général, ils se décrochent à la route et tu les perds. Ils viennent manger le poisson qu'on a les filets. Là, tu es en train de manger une soupe, tu vois. Nous, on va bouffer le poulpe. Hein. C'est pas bien terrible. J'aurai de quoi manger. Hein. Et voilà. Allez, on va rentrer démaillé.
Voilà, là je vais démailler. Je vais démailler le poisson. Voilà, cherche le trou. Bien sûr, il a fait le trou. Hein? Une bogue gravelle. Pêche à la terre, tu fais pas des miracles, mais bon, c'est la base de la cuisine provençale. Hein. La soupe, la bouillabaisse, et que du bon poisson. Il y a eu une possibilité d'accéder à la pêche, passer les diplômes. Je me suis mis en règle pour pouvoir prendre le bateau d'un ancien retraité là, qui a fait toute sa vie la pêche, Léon Dodero. Voilà, donc on a retapé le bateau et on lui fait reprendre une seconde vie, tu vois. À travers la pêche, on essaie de faire revivre un peu les traditions aussi. Hein. Pour gagner sa vie, on est obligé d'évoluer, d'utiliser d'autres filets, d'autres techniques, mais c'est toujours valable le savoir des anciens. Hein. Je pense qu'il y a uniquement essentiellement ceux qui ont eu la transmission de leurs parents ou grands-parents, tu vois, qui peuvent vraiment en vivre, parce que bon, ils ont déjà, la plupart du temps, ils ont le matériel qui leur est revenu, quoi. Hein. Ils n'ont pas eu besoin d'investir dans le bateau, dans les filets, quand tu pars de rien. C'est intérêt d'en pêcher du poisson. Hein. C'est pour ça que moi j'ai cumulé deux passions, quoi. La passion pour la restauration des bateaux bois, quoi, des pointus. Ça me fait travailler l'hiver. Puis voilà, puis lorsque tous les bateaux sont à l'eau, je peux aller enfin, moi, profiter de la pêche. Passer de l'autre côté de la cale. Tout est lié au brusque, moi, hein, par rapport à mon métier. Aussi bien dans la restauration des pointus que la pêche. Ça passe obligatoirement par le brusque. Hein. Il y a une blanc là tout le long. Ouais. Ils sont les ravels là. Ouais, après les porons. Hein. Ouais, ça maille pas, comme je t'ai dit. Dans moi, il y en a qui ne pas. Ça c'est la bête, il n'y en a plus beaucoup parce que elles étaient difficiles à entretenir et tailler. Celle-là de barque, tu sais combien elle a? 100 ans. Et ouais. Il faisait le passage du Gao avec. Et à l'époque, la lagune avait un peu plus de fond que ça. Hein? Ah ben oui, c'est l'ensablement des plages. Hein. Le sable qui met à la plage du Brousse, il rentre dans la lagune avec les courants. Nous on le voit, hein, depuis on est né là et tout. Là ils vont faire des études, mais ces études... Ça n'a jamais été ça. Hein? Ça arrive de voir les transformer. Hein? Et puis ils lèvent l'algue tout l'hiver et tout. Ouais, les courants, ils te mènent tout. Ils te mènent tout là-dedans. Ça a tout mangé. Et ouais, ça devient vraiment une lagune blanche. Alors ils empêchaient les gens de marcher. Avant, tout le monde allait dans la lagune et des herbiers, il y en avait. Ça, c'est le garde-escuit. C'est une rascasse qui ne vient pas plus grosse. Garde-escuit, ça veut dire garde-rocher. Ils sont sur les rochers, carrément. Sur les rochers les plus hauts. Ils sont bien rouges. Par contre, ceux-là, ils font mal. Ils te piquent. Ah, ceux-là, quand ils piquent, ils piquent. À force, tu serres les dents. Hein. Une ravelle, là. Ah, pour de ravelle. Hein. Ouais, pour un petit peu. Voilà, ça fait une petite cassette de... Pas toutes les prendre qui me donnent ce mot pour les pêcher à la ligne. Ça tire quand tu prends ça à la ligne. Putain, ça doit gangasser. Hein. Quand c'est un peu belle comme ça. Ouais. Ça va très bien pour l'été, ça. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir un coup de main. Ils comparent ça à du travail dissimulé. Alors que c'est en général, quelqu'un qui donne un coup de main, c'est pour le plaisir. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec du travail dissimulé. Hein? Et à l'époque, c'était comme ça. L'ancien tu dis ne monte pas des maillets, tu le punis. Hein? Et puis tu vois, en parlant, eh ben, il transmet encore un savoir. À travers un poisson, il va te dire, telle attaque elle est là, il ne fallait pas caler comme ça. C'est comme ça que tu apprends. Tout en démaillant, tu apprends encore. Hein? Si tu es isolé tout seul, tu n'apprends rien. Hein? Je demande des pajots, des ravelles. Vider la soupe, tu vois, je vide les poissons, même pêcher de frais, il faut les vider. Comme ça mange un peu des petits crabes, des crustacés. Tu vois, ça qui sent pas bon. En même temps, ça regarde. Tous les petits poissons, eh ben, ils mangent ce que tu jettes, quoi. Il faut les nourrir un peu, ces poissons. C'est le jour du grand marché au Brusque. Frédéric vend le fruit de sa pêche en direct sur le port. Sans marieur,
il profite pleinement de la petite quantité de poissons qu'il a ramené dans ses filets. Il faut être patient, jusqu'à midi, il y a du monde. Il y a les lève tôt et les lève tard. Le poisson blanc, il part en premier. Il n'y a pas beaucoup de boulot, ou au barbecue, ou au four. Si, ça, c'est bon, ça. C'est les pâteaux. Non, les rascasses, là. Eh ouais, non mais là c'est de la soupe. Eh ben, vous me vendez de la soupe. De la soupe, hein? Bah oui, hein. Un petit moment. Vous m'en mettez les pétrous de côté. Allez, faites-moi vite un tas de 2 kilos. Là, attendez, je ne suis pas encore installé là. Faut attendre Bon, un peu. alors, je vais au pain. Dès qu'il faut faire un peu la soupe ou il y a un peu de préparation, ça part un peu plus difficilement. C'est les poissons qui partent plus difficilement. C'est pour ça qu'il faut un peu aiguiller les gens, un peu leur donner des manières de le cuisiner, les aiguiller sur d'autres poissons qu'ils n'ont jamais pris, quoi. Comme la mostelle, c'est le meilleur poisson qu'il y a sur le banc. Et il part doucement, quoi. Tout à l'heure, il me faudra 2-3 kilos de soupe, comme tu peux. Hein? Ouais, ça va. Rouquier, 2, donne-moi 2 rouquiers. Et puis après, des rascasses. Oh là, putain, celui-là, il va encore, une horreur. Là, tu veux pas l'autre label rascasse, là? Il y en a encore une dernière, sinon après le Allez. monsieur il va crier. D'accord. Allez, donne-moi ça. Il y a des arrêts? Non, couper des tranches. Non? Tu le coupes de là, du nombril, tu coupes la tête, jusque là. La queue, tu la mets dans la soupe. Et la tête, tu la mets dans la soupe. Dans le bouillon, ça te fait un bouillon excellent. Ça va faire combien de tranches? Ça fait des petites tranches de rien, Là, ça? Il y a 4 tranches. 4 tranches. Vous enlevez la queue et le. Vous prenez que le ventre. Il y a 4 tranches. Donne-moi un petit serait gros. 5,35 €, ça fait 40. Bon, je peux te faire un chèque? Ouais. Pour ne pas se bloquer sur le banc, on se met au cul du bateau aussi. Voilà, le poisson qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas le laisser trop longtemps, on le vend de suite. Hein. Des gens qui débloquent un peu la pêche suivant ce qu'ils veulent. S'ils veulent être sûrs d'avoir le poisson, ils te le réservent. Mais il ne faut pas me le dire au moment de l'apéro. Là, j'ai tout oublié, là. Entre Sifour et Sanary, les plages accueillent la déferlante touristique. Les algues ont été remplacées par du sable fin et les tempêtes hivernales l'emporteront avec les courants jusque dans la lagune du Brusque. L'aménagement de la baie détériore ainsi l'herbier de Posidonie, surnommé l'or vert de Méditerranée. Quand on parle de gestion d'une zone, gestion d'une ressource, ça sous-entend que l'on a une connaissance de cette ressource, dans quel état elle est. Et les personnes les mieux placées pour effectivement connaître l'état de cette ressource, comment elle était dans le passé, comment elle évolue et quelle sera son devenir, eh bien ce sont les pêcheurs professionnels. Il devrait y avoir un dialogue très étroit entre les gestionnaires, les scientifiques et les pêcheurs professionnels pour proposer des mesures de gestion les plus efficaces possibles sur une zone donnée. La place que peut avoir cette pêche au petit métier dans la réglementation européenne est actuellement très difficile. L'Europe voit la notion de gestion de pêche comme une pêche qui est très ciblée sur une espèce avec une technique de pêche. Et les règlements européens actuels ne permettent absolument pas de gérer une pêche qui est pour eux très anecdotique, ça représente moins de 4% de ce qui est pêché en France. En plus, c'est une pêche qui leur paraît très compliquée. On peut très bien avoir dans une zone donnée une activité de pêche professionnelle au petit métier qui fonctionne et des peuplements en très très bon état. Et chacun profite de cette ressource. Donc économiquement, si on voit finalement les pêcheurs professionnels comme une catégorie étant capable de gérer activement cette ressource, eh bien il y a une rentabilité économique à l'échelle d'un département, d'une ville, qui peut être extrêmement élevée. La pêche amateur n'est absolument pas gérée, il n'y a pas de permis. Cette pêche non professionnelle représente quasiment l'équivalent, voire plus, de ce que pêchent les pêcheurs professionnels. Si on veut protéger une ressource, il faut gérer non seulement la pêche au petit métier, c'est ce qui est fait, mais également cette pêche non professionnelle. Peu cher!
On cherche à savoir quelles sont les pressions exercées sur les peuplements de poissons. Donc on a déjà commencé à faire un état des lieux, quelle est la diversité des espèces, quelle est la quantité de poissons présente. Et on essaye également de voir quelles sont les pressions qui sont exercées sur ce peuplement, notamment de la pêche de loisirs. Et on va donc aller procéder à des enquêtes de bateau en bateau. L'objectif, c'est d'aider les pêcheurs professionnels à gérer leur zone de pêche, donc en prenant en compte tous les paramètres. Et notamment, la pêche amateur peut sortir des quantités de poissons importantes. Bonjour, nous sommes de l'Université de Nice et nous faisons une enquête auprès des pêcheurs amateurs. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Merci beaucoup. Quel est votre port d'attache? Combien d'hameçons avez-vous par canne et de quelle taille? On ne pêche que du petit poisson, c'est des hameçons de 10. Donc parmi les espèces de roches, quelle est l'espèce que vous capturez le plus souvent? Ici c'est girelles, des sarangs, c'est le plus commun. Et en volume de poissons capturés à chaque sortie, vous avez une idée? Moins de 500 grammes? Là dans l'après-midi on ne fait pas beaucoup, mais sinon c'est 2-3 kilos, voilà, quand on vient le matin. Il y en a de moins en moins de poissons. C'est ce que tous les pêcheurs nous disent. Est-ce que vous avez déjà fait des captures aujourd'hui? Ça vous dérange si on les mesure et on les pèse? Non, pas du tout. On commence à peine. Il n'y a pas de taille minimale de capture pour ces poissons-là. Si pour la saupe, il y en a, pour le rouget, il y en a, mais pour la girelle, les serrans chèvre et les serrans écriture, il n'y en a pas. 100 grammes. Ça, c'est une mandole qui fait 16. 80 000 grammes. Cela, c'est des girelles royales. Ici, il est très tranché vert, avec ici une tache noire et une bande orange. Et la femelle, en fait, elle est une couleur plus terne, une bande marron et une bande orange claire. 130 grammes. 800, j'ai dirais 800, moi, je sais pas. Je suis un peu plus modeste, 700 peut-être. 850 grammes. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Là, ils étaient 2 à 850 grammes. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient sortir en moyenne 2-3 kilos. Ça fait à une quinzaine de sorties par an, ça commence à chiffrer en fait. Au bout d'une saison, ils ont quand même sorti pas mal de kilos de poissons. Ouais. Dans la baie du Brusque, les 3 ports de plaisance sont saturés. Leur capacité d'accueil atteint 2000 anneaux. Et depuis 1983, la loi littorale régit leur expansion afin de préserver l'environnement terrestre et marin. Le long de ce bateau, en extérieur là, celui-ci. Oui, il y a une pendille. Ouais. En fait, il y a plusieurs façons selon les ports de s'amarrer. Nous, en fait, c'est les systèmes de pendilles qui sont en extérieur, là, les gouttes bleues qui pendent. Là. Ça permet au bateau de ne pas aller taper dans le quai. Il vaut mieux la mettre de ce côté. J'ai 630 anneaux. Sanary, c'est un port public. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente pour avoir une place à l'année. Je ne vous le cache pas, aujourd'hui, c'est plus de 25 ans d'attente pour avoir une place. Bon, c'est le même problème dans tous les ports de la côte, quasiment. Les professionnels confondus, vous avez une quarantaine de places qui leur sont réservées. Vous avez des loueurs de bateaux, vous avez des transports de passagers, vous avez des pêcheurs professionnels. Il y a une aire de carénage aussi qui fonctionne, un chantier naval. Et puis le reste, c'est de la plaisance, pur et dur. Le chiffre exact en termes national, 2 jours et demi de sorties par an pour un bateau de plaisance. Bon, certains ont mis des systèmes de bonus-malus, c'est-à-dire la personne qui va sortir plusieurs fois dans l'année aura un bonus sur sa redevance portuaire et puis inversement. La mairie a fait en sorte de privilégier certaines catégories pour les encourager. Donc on a créé un contrat, ce qu'on appelle le contrat de tradition. Quand on parle des pointus, on leur fait un abattement de 45%. En contrepartie, les acteurs ont l'obligation d'entretenir leur bateau, de participer à des manifestations en mer. Ensuite, vous avez les pêcheurs professionnels, en les exonérant de redevances portuaires. Là, pareil, la commune a fait en sorte de leur faciliter, je dirais, les choses. Et donc, ils ont droit à 2 bateaux dans le port, en tant que pêcheurs en activité, et 1 bateau en tant que pêcheur retraité. Ils ont également des étals qui ont été mis en place. Vous avez un quota pour la pêche au thon au niveau européen, quasiment toutes les semaines. Les affaires maritimes viennent contrôler les pêcheurs à leur arrivée, parce que c'est imposé, tout simplement. Mes compétences s'arrêtent au domaine portuaire. Sur la baie, entre les scooters des mers, les gens qui font de la chasse sous-marine, les professionnels qui pêchent. Tout ça, c'est une gestion très difficile. Les organismes de l'État sont là pour faire respecter les règles élémentaires de sécurité. Bravo messieurs, belle pêche. Demain, Léon aidera Frédéric à démailler. L'ancien patron pêcheur lui a vendu son pointu avec la licence de pêche liée au bateau. En 1989, les licences étaient limitées définitivement au nombre de bateaux existants.
L'administration française établissait un numerus clausus pour réduire les quotas de la pêche professionnelle. Le renouvellement des pêcheurs traditionnels s'est ainsi restreint au fil des années. Frédéric et son cousin Éric sont peut-être les derniers pêcheurs-cueilleurs du Gao. Le rouget, il meurt de vieillesse. C'est comme les langoustes alors. Avant, il y avait 2 bateaux, le Robuste et le Max. Ça, c'était les bateaux de mon père. Hein. Le Max? Le Max. Le Max, oui. Alors, j'ai fait construire par Gabriel Jean-Baptiste Sifour. C'était charpentier marine. Il était bon, hein. Il faisait de beaux bateaux. Il en a fait une bande au Bruce, au pêcheur du Bruce, à des plaisanciers. À mesure qu'il le construisait, je passais de linge chaude entre les membrures, tout ça, pour qu'il se conserve bien. Oh, il a mis au moins 3 mois pour le construire. Hein. On l'a mis en 68 à la mer. Alors ma grand-mère, qui était assez vieille, elle craignait les masques. Le jour où on l'a mis à la mer, elle a mis un sachet de sel sous le poids pour enlever la masque. Ben, elle disait que le bateau soit masqué, que personne n'y envoie le mauvais sort, quoi. Elle avait mis un sachet de sel sous la vanne du bateau, là-bas, à l'abri. Et depuis, il n'était jamais rien arrivé à ce bateau. Hein. Commencé la pêche à 14 ans et demi, moi et mon père et mon oncle. Avant, il fallait être 3 à chaque bateau. Hein. Mais tout à l'aviron, à la voile. Et il y avait un peu le moteur après qui nous aidait, mais on calait tout à l'aviron. Et on tirait tout à bras. Hein. Il n'y avait pas de roue. Hein. Mais il y avait plus de poissons que maintenant. Hein. Maintenant, à 3, avant, on avait 2 battudes et 10 entremailles. Quand il faisait Mistral, on avait l'escombrère dans la rade là-bas. Parce qu'on avait un bateau au Gao toujours là, et un bateau au Bruce. Alors quand c'était beau, on pêchait là, ici, là dehors. Quand c'était mauvais, Mistral, on pêchait dans la rade au Bruce. On prenait des maquereaux, des pélamides. Et l'hiver, il y avait 15-20 bateaux qui faisaient des sardines. Et il y en avait quelques autres qui faisaient le palangre. Une ligne là, avec des hameçons tous les 3-4 mètres. Ils mettaient 800-1000 hameçons, ils calaient. À 4 mètres de distance chaque hameçon. Hein. Et tout esqué avec des crevettes. Pour esquier tout ça, il fallait un moment. Hein. Ah ouais, on avait moins de filets. Oh. Et les filets, c'est qui faisait un peu aussi la particularité, qu'ils étaient en coton. Ah ouais. Donc le coton, il avait un gros pouvoir sur les pêcheurs. Toutes les semaines, il fallait les mettre au sec. Et tous les 15 jours, on les passait à la teinture. Là, tu disais, le pêcheur qui ne respectait pas, ben, il passait son tour, il ne pouvait pas les pêcher. On se mettait 2 ou 3 patrons ensemble à la teinture. On teignait 80 filets. En plein été, là, putain, dans... Chaudron en cuivre. Hein? Ouais, chaudron en cuivre, là. On faisait bouillir l'eau. Après, on mettait il y avait des signaux en liège, des trous, on mettait une petite branche de palmier dessus. L'autre, il mettait des branches de tamaris. Ah ouais, des branches. Ouais. Ah, je vais les porter parce que là, elles vont mourir. Hein. On va vite les porter. C'est l'angouste. Ça va pas loin. Nous, on a vu le pêcheur. Là, je suis né à Saint-Pierre, moi. Eh oui. Non. Je suis pas né ici, moi. Là, ici, je me serais suicidé, moi. Ah, lui, il est venu après, bien après. C'est un genou du gars, lui. Parce qu'il y a 10 ans qu'il est là. Il n'est pas né ici pour se suicider, lui. Maintenant, il ne veut plus quitter le gars. Oh, dis-moi un peu, toi. Je vais le voir, le vieux, là. Lui, il commence à bien faire. Je débarque. Parce que là, il fait le mariole, attends. Sacré Martin. Hein. Il est terrible. Je ne voulais pas le frapper, trop vieux. Qu'est-ce que tu cherches? Ça, c'est la maternelle du Bruce. Ou c'était à l'église là-bas? Exactement. Tu as été à l'école, toi, là? Non. Tu as vu où je suis? Attends, j'ai pas... Attends un peu, parce que je vois même plus, moi. Moi non plus, je vois plus bien clair. Raymond, il y a ma soeur. Et moi, je suis... Il me faut... Tu sais plus où tu es, quoi. Non, il me faut les lunettes, toi, Fada. Je vois plus, moi. Moi non plus. Là, c'est le Ricard. Voilà. Là, je vois ton nom. Raymond Martin. Il y a pas Laurent aussi. Regarde. Ah, c'est toi, là, ouais. Oh, putain, t'es joufflu. Je suis beau. Ouais, t'es beau, hein. J'aurais pu faire un avocat. Ah, ouais. T'es un Fernandel, toi. Alors, dis-moi pas toujours que je suis un Parisien. Non, t'es parce que non, c'est Pierre Miquelon. C'est vrai, mais il y a quand même un ban d'années
que je suis là. Je ne peux pas dire que j'étais avant toi. Ça me ferait chier. Parce que tu as l'âge. Et puis l'âge que tu as, je ne voudrais pas l'avoir. T'as raison. Bon, je monte le pantalon. Là, le matin, c'est le poème, là. C'est Saint-Pierre et Miquelon, ils sont venus atterrir au Gao. Oh, pauvre. Oh, pauvre pêcheur. Oh là là, oh. Personne ne l'amène au bruit, Léon. Hein? Fred, j'attends Fred, ça y est, il a presque fini. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. C'est les règlements prud'homaux. On a fait une assemblée générale, tous les pêcheurs. Ils datent de 50 ans ou 60 ans. Hein. Il y avait le tirage au sort tous les samedis, parce qu'il y a des bons postes et des mauvais. Il fallait que ce soit les patrons qui viennent prendre le tirage au sort. Le matelot, ça ne comptait pas. Il fallait qu'il vienne le patron tirer au sort. On était la prud'homie, on tirait les jetons, c'était des jetons de loto. On était 48 patrons pêcheurs à la prud'homie de Bruce. Chaque patron pêcheur avait au moins 2 matelots. Alors il fallait des règlements pour style. Maintenant, il reste 5 pêcheurs, ils travaillent seuls. Hein. Ben, il y avait les filets à thon, les calés. Là, c'était 8 jours tirage au sort. Là, on tirait à l'année. Du 1er mars, ça allait jusqu'à l'année d'après. Il restait 8 jours à la mer, les filets à thon. À la place du plomb, on avait des pierres, des grosses pierres. Là, on était 3-4 quand on calait les filets à thon. Hein. On les calait en poste, on calait 100 mètres droit, puis après on tournait, et on retournait, on faisait un genre de ganchou. Ça fait que le thon, où c'était droit, il suivait, il ne s'emmaillait pas, puis où ça virait, il commençait à s'emmailler, vous voyez le filet de chaque côté, et là, il s'emmaillait. Il y avait le filet à pélamide, pour les escombreurs, ça s'appelle ça. Il y avait les battudes. Les battudes, c'est pour les maquereaux, les sauvereaux, les sopes, les blades, les dorades, les entremailles, les battudons, les sujetières, ça c'est des filets bas qui font 1 mètre de haut, seulement 1,50 m. Ça c'est pour la soupe, les rougets, la bouillabaisse. Les sujetières, c'est les filets à langouste. Les Noirs appellent ça les clairs, mais en français c'est les sujetières. Avant l'hiver, on ne calait plus un filet de fond. On allait tous aux sardines ou aux palangres. Maintenant, tout l'hiver, il y en a qui calent des filets de fond tout l'hiver. Le poisson, il n'a pas le temps de se reproduire. Hein. Avant, on était calé 6-7 mois sans un filet de fond. Ouais. Nardo Vicente, Alain Bombard et Aaron Tazieff. Toutes les années, on faisait un match de rugby avec les hippocampes d'Alain Bombard contre les Sherpas d'Aaron Tazieff. Regardez la photo là. Toulon champion de France de rugby en 1931. Vous voyez celui-là, là, c'est un Mousquin, Gênes de Langres. Ça fait quand on était minots, il nous prenait que lui dans la voiture et nous menait au stade à Mayol à Toulon. Il venait ici, on mangeait la bouillabaisse ensemble, tout. J'ai resté 24 ans prud'homme. Alors à l'Institut, il était venu me voir, Bombard, c'est un bon collègue. Il m'avait fait rentrer au comité des experts, comme expert technique. Le 4 juillet 1985, une lettre à monsieur l'administrateur du Bruce, sur la lagune du Bruce. L'exercice du métier de la pêche devient de plus en plus difficile. Nos zones traditionnelles de pêche sont victimes de multiples agressions qui s'avèrent de véritables fléaux. La pollution empoisonne peu à peu nos herbiers. Nous avons subi l'ignorance, l'indifférence et parfois même la malveillance des plaisanciers. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux et causent de graves dégâts à nos pêches et à nos filets. Vous n'êtes pas sans connaître en effet l'importance biologique de la lagune du Bruce. C'est ainsi au fond que la plus grande partie des espèces de poissons que nous pêchons et dont nous tirons nos revenus viennent frayer. Après le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la France désignait des zones spéciales de conservation. En 2011, le site de la forêt de Janas intégrait le réseau européen Natura 2000. Le Cap Sissier et l'archipel des Ambiers appartenaient désormais au plus vaste maillage écologique du monde. La communauté d'agglomération de Toulon mettait en place une concertation avec les acteurs socio-économiques. Une charte déterminera les engagements pris pour préserver la biodiversité. La station d'épuration du Cap Sissier est enfouie au pied de la falaise. Sa réalisation technique a été cofinancée avec les fonds européens. Une digue de 200 mètres la protège de la houle. L'accès se fait par un tunnel creusé dans la roche. Le traitement biologique des eaux usées reverse jusqu'à 80 000 mètres cubes d'eau. À l'extrémité du Cap Sissier, le courant puissant
entraînent les effluents épurés au large. Jusqu'à la fin des années 90, les eaux usées étaient rejetées directement dans la mer. Au bas de la falaise, l'herbier de Posidonie a totalement disparu. Pour intégrer le réseau Natura 2000, l'Institut océanographique Paul Ricard établissait la carte et le diagnostic écologique de la lagune du Brusque et des hauts-fonds de l'archipel des Ambiers. Il y avait, depuis la nuit des temps, une pêche traditionnelle, la singe, 2 fois par an, à l'équinoxe et au solstice. Les pêcheurs, dont ramenaient certaines quantités de poissons, prenaient les meilleurs, rejetaient les autres, et il y avait un équilibre dans cette lagune. Aujourd'hui, il y a une véritable désertification, alors même que nous obtenons sa protection. Alors que se passe-t-il? Il y a certainement des phénomènes liés au changement climatique. Ça peut jouer, mais ça ne suffit pas à expliquer la disparition totale d'une pelouse qui était un lieu de reproduction, une frayère, et qui n'existe plus aujourd'hui. Et vous savez que certaines plages sont de plus en plus engraissées chaque année parce que le sable est emporté par les tempêtes. Donc chaque année, on remet sur ces plages plusieurs milliers de mètres cubes de sable. Bon, au début, c'était du gravier de carrière. Aujourd'hui, on a compris qu'il ne fallait pas faire ça. On met du véritable sable marin. Mais le problème demeure le même. Ce sable par tempête est emporté. Et l'on peut voir certaines plages qui diminuent en profondeur vers le large. Ça, ce peut être aussi une explication sur l'ensemblement et la modification du fond de la lagune qui n'est plus aussi vaseux qu'auparavant. Et ce qui disait vaseux disait présence de beaucoup de matières organiques qui permettaient le développement de cette pelouse, mais également de divers organismes. Et toutes les chaînes alimentaires se mettaient en place. Ce que l'on peut constater, c'est que dans une zone qui jouxte la lagune et que nous suivons pas à pas, le milieu se porte bien, l'écosystème est bien équilibré. Et il correspond tout à fait à celui de la lagune d'antan. L'herbier de Posidonie met très longtemps à pousser dans des conditions naturelles, en dehors de toute pollution. Pour fabriquer 1 mètre linéaire de rhizome de Posidonie, il faut 100 ans. Donc, la disparition de milliers d'hectares de ces prairies sous-marines, pour diverses causes, bétonnage du littoral, les rejets d'eau usée, les ancres des bateaux, eh bien, la disparition de ces surfaces à l'échelle humaine est irréversible. Il y a l'apparition au cours de la constitution de l'herbier de ces récifs barrières. À savoir que les tempêtes apportant les particules sédimentaires, les plus grossières sont retenues par l'enchevêtrement des rhizomes et la matte de l'herbier s'élève progressivement jusque près de la surface pour constituer ces récifs barrières. Et les frondaisons des Posidonies laissent passer les particules les plus fines qui vont se déposer en arrière pour constituer une lagune. Ce récif barrière protège la lagune. Il s'étend vers la pointe sous le pin et puis va entrer jusque dans le port. Délimitation de la partie nord-nord-est de la lagune qui, au sud, l'est par 2 îles. Une petite île qui est dépourvue de végétation, c'est le Petit Gaou, le Petit Coq. En provençal, le Gaou, c'est le coq. Et l'île du Grand Gaou. Entre l'île des Ambiers et l'île de Grand Gaou se situe la passe principale qui alimente la lagune en eau propre du large. Ce plan d'eau a une superficie de quelques 48 hectares, avec une profondeur moyenne de 80 cm. C'est le plus grand récif barrière du littoral provençal. L'Institut océanographique s'occupait de microbiologie marine avec l'analyse de la qualité des eaux de baignade. La recherche scientifique élargit son champ d'investigation à la biodiversité. Les chercheurs étudient le cycle de reproduction de 3 espèces en voie de raréfaction.
la grande nacre de Méditerranée, l'hippocampe et l'oursin. L'objectif est d'assurer leur conservation sur le littoral. Avec la collaboration des pêcheurs professionnels, l'équipe scientifique tente le réencensement des oursins. Plusieurs sites côtiers comptabilisent la densité de l'espèce sur une période de 3 ans. Les closeries expérimentent le cycle de développement de l'oursin. Un test ADN de paternité permet le suivi des nouveau-nés sortis de l'élevage, une fois réintroduits en mer. Alors ici on est dans la partie closerie, dans la salle des proies où on fait éclore des œufs de petits crustacés, des artémias qui servent de nourriture à nos élevages. Et ici on a une salle de production de microalgues qui vont elles servir à nourrir les petits oursins dans les premiers stades de leur vie. Ces premiers stades, l'oursin est sous forme de larve, il se nourrit de phytoplancton. Après 1 mois en gros, il va se métamorphoser sous la forme d'un petit oursin tel qu'il sera adulte mais petit d'1 millimètre. À ce moment-là, il va tomber sur le fond et là, il va se nourrir en broutant les algues qu'il va trouver sur les substrats, sur les rochers. On va regarder les 2 dernières espèces qui nous occupent en ce moment. L'hippocampe, qui est une espèce aussi en voie de grande raréfaction sur nos côtes et dont on essaie de maîtriser l'élevage. La reproduction est un peu particulière puisque c'est la femelle qui va déposer ses œufs dans une poche du mâle. Les petits hippocampes vont éclore expulsés de sa poche. Alors, la fécondation est identique aux autres espèces, sauf que là, c'est le mâle qui porte les petits. Alors, le dernier aspect de l'élevage concerne la Pinna nobilis, le plus grand coquillage de Méditerranée. On en a quelques-unes qu'on va remettre dans le menu, évidemment. Cédric est un pêcheur-plongeur professionnel. Il part vérifier dans la baie de Portissol si les oursins adultes remontent sur la roche. Ça, on peut le pêcher du 1er novembre au 15 avril pour tout le monde, aussi bien les professionnels que les plaisanciers. Donc interdiction de les pêcher en dehors de ces dates. Surtout, même l'été, interdiction, même les pieds dans l'eau, même sur un bateau. Il y en a beaucoup qui croient qu'on a le droit de le faire, mais c'est un véritable fantasme, ça a toujours été interdit. Et une taille minimum de 5 cm sans les épines. Avant, les professionnels pouvaient pêcher en septembre, et septembre, il y a encore beaucoup de monde, l'eau est chaude, et c'est vrai qu'il y avait un braconnage, même si on ne pense pas braconner quand on prend 2-3 douzaines, mais s'il y a 500, 1000 personnes dans un bout de côte qui font ça, on perd de l'oursin. Là, on travaille en apnée, les bougeronnes sont en bouteille. Là, on plonge entre 1 et une quinzaine de mètres quand vraiment il n'y en a pas. Il faut une bonne condition physique déjà. Il faut aimer se mouiller, même l'hiver, quand dehors il fait 6-7 degrés et qu'il y a un bon mistral, on a l'impression qu'il en fait -10. Il faut aimer l'eau, il faut aimer son métier. Alors, on va voir au bout de la pointe des roches rouges, voir s'il y a un peu d'oursins, voir s'ils sont bien en ce moment, s'ils sont bien remontés. La prud'homie de la Ciotat a lancé le premier cri d'alarme sur la disparition des oursins. Gérard Carodano, pêcheur-plongeur, s'est installé dans l'ancien chantier naval.
Depuis 40 ans, son expérience des grandes profondeurs lui permet de collaborer avec les aquariums du monde entier. La pêche en plongée, elle existe depuis qu'on a créé les syndicats de pêcheurs d'oursins ou les corailleurs. Bon, moi, j'ai une petite particularité, c'est que je suis le seul à faire de la pêche pour garder des spécimens vivants. Je vais les capturer au fond avec des engins refabriqués. Les techniques de pêche sont complètement réinventées. La capture représente à peu près 10% du travail et tout le reste, c'est tous les soins apportés aux poissons. Ceux-là, par exemple, c'est des antias, des poissons très demandés par les aquariums parce que ce sont des poissons qui vivent très longtemps. Le gros problème, c'est la décompression. Si vous les remontez, ils pètent. Donc il a fallu inventer une méthode de pêche avec un palier de décompression et le palier de décompression, il se fait à l'intérieur des bouteilles d'eau minérale. On les capture avec des épuisettes, des filets au fond, à 30 mètres de fond. On les injecte à l'intérieur de la bonbonne. La bonbonne passe la nuit à moins 17. Là, elle dégaze. Après, on la passe à 14 mètres le lendemain matin. Ensuite, on la passe à 11, puis de 9 à 0 encore un jour. Et là, on arrive à avoir des spécimens qui sont intacts. Ça, ce sont des poissons très rares. Ça, ce sont des sangliers, caprosaper, ces poissons qui vivent entre 140 et 400 mètres de profondeur. Un poisson comme ça vaut 80 € l'unité. Là, vous avez les scorpénidés, les poissons scorpions, les chapons, poissons rois de la bouillabaisse, corail rouge, du vrai corail rouge méditerranéen dans lequel on fabrique les bijoux. Or ça, c'est destiné à des instituts scientifiques pour faire du bouturage en vue de repeupler les zones qui ont été trop travaillées par les corailleurs. Là, il y a les spécimens dangereux, les murènes. Murena helena. Les murènes sont des poissons mythiques pour les aquariums. Et vous voyez un poulpe apprivoisé, qu'est-ce que ça donne? Il nous a vu arriver, il est déjà là. Et il vient nous voir, il vient nous dire bonjour, il vient... Ça, c'est un spécimen qui est énormément demandé. Pourquoi? Un poulpe, ça vit 2 ans, 2 ans et demi maximum dans le milieu naturel. Après, il a fait son cycle et il meurt. Là, on est obligé de verrouiller parce qu'il se barre. Les poulpes, c'est les rois de l'évasion. Et on est obligé d'avoir toujours 5, 6, 7, 8 poulpes d'avance minimum. Là, ça va, je suis blindé, j'en ai 10. Lundi, il en part 4 en Angleterre. Ça, c'est adorable. Vous allez voir comme je les fais monter. Je leur fais signe de monter comme ça. Et elles arrivent et elles viennent me manger dans la main. Bon, ça, ce sont des spécimens qu'on capture à la palangre espadon. C'est piercing, celle-là, on l'appelle, parce qu'elle veut le trou de l'hameçon. Mais elle vient me manger dans la main. Voilà. Je lui donne, vous allez voir, je vais lui donner un morceau de maquereau. Ah, je fais ce que je veux, quoi. Et c'est adorable. Alors ça, ce sont des poissons qui sont très demandés par les grands musées européens parce que ce sont des poissons qu'on peut mettre dans les bacs tactiles. Et les enfants peuvent les caresser. Ce sont des poissons qui viennent au contact du public. Et ça, c'est énormément demandé. Et la chienne, elle va aller ramasser la caillasse au fond. La chienne, elle est apnéiste. Oui, elle est, ça y est. Très sincèrement, moi qui suis au fond depuis plus de 40 ans, je ne vois pas régresser, bien au contraire, la biomasse de poissons. Les poissons sont de plus en plus méfiants, certes, parce qu'ils se sont habitués aux engins de pêche. Et s'il y a une espèce en voie de disparition au jour d'aujourd'hui dans le milieu marin méditerranéen, c'est le pêcheur professionnel. Peu cher. D'ici 2025, le Plan Bleu prévoit une augmentation de 97 millions d'habitants dans les 21 pays riverains de la Méditerranée. Cette prévision démographique pose une question cruciale. Serons-nous capables de protéger la biodiversité par une exploitation raisonnable et concertée des ressources naturelles ? En 2011, la France intégrait 12,5% de sa superficie aux zones de conservation Natura 2000. Voilà peut-être où se joue notre avenir. Le plus grand maillage écologique au monde mise sur l'engagement citoyen des populations pour préserver les écosystèmes. À l'image des derniers pêcheurs-cueilleurs du Gao, la solidarité entre les générations ne serait-elle pas la meilleure garantie de conserver l'humanité qui nous relie au territoire du monde? I'm looking for a big bite. I'm looking for a big bite of you, baby. I'm
for a big bite. I'm looking for a big bite of you, baby. I'm looking for a big bite. I'm looking for a big bite of you, baby.